Bonsoir. Donc, Philippe Van Parijs est philosophe, économiste. Il est professeur à l'Université catholique de Louvain, où il anime la chaire ouverte en éthique économique et sociale. Et son domaine de recherche, son champ de spécialité, couvre les théories de la justice sociale. Il y a deux livres peut-être en français, Qu'est-ce qu'une société juste en 90, ensuite Sauver la solidarité et refonder la solidarité, qu'on peut se procurer. Au début des années 90, en fait, il a contribué avec des philosophes comme Gerald Cohen ou John Romer à repenser un peu les théories égalitaristes de la justice. Et l'objectif de ce groupe était d'essayer d'articuler la valeur d'égalité avec la responsabilité individuelle. Et donc en 95, en fait, il publie Real Freedom for All, qui est sa contribution aux théories de la justice, sa théorie de la justice, dans laquelle l'allocation universelle, donc ce revenu de base inconditionnel, universel et individuel, occupe une place très importante. Il a également en fait porté cette idée d'allocation universelle dans le débat public en créant dès 1986 un réseau d'échanges sur cette proposition, le Basic Income Earth Network. Et il y a un mouvement pour le revenu de base en France qui est affilié aussi à ce réseau, le bien. Donc ce soir, il va ouvrir en fait l'échange et le débat, mais il n'est pas clos puisqu'on pourra poursuivre ensemble cette réflexion sur cette proposition à travers donc ces supports. Et je lui laisse tout de suite la parole. Merci. Bien, alors il y a une question qui m'est posée dans le titre qui est l'allocation universelle, aussi connue sous le nom de revenu de base, révolution ou bricolage au cœur de l'État-providence. Alors, je répondrai à cette question. Ma réponse à cette question, ce sera révolution et bricolage, au cœur ou au fondement de l'État-providence. Mais avant de répondre moi-même à cette question, je voudrais vous en poser deux. Alors, deux questions très simples. La première question, c'est est-ce que, dans votre vision d'une société idéale, est-ce que la liberté a une place centrale? Ceux qui disent oui, lèvent la main. Ceux qui disent non, lèvent la main. Ok. Bien. Deuxième question. Il y a 2 ou 3 dissidents. Deuxième question. Est-ce que dans votre vision de ce que serait une société idéale, est-ce que l'égalité a une place importante? Alors, ceux qui disent oui, lèvent la main. Ceux qui disent non, lèvent la main. Il vous faut quelques dissidents. Eh bien, on a de la chance, vous avez de la chance, moi aussi d'ailleurs, parce que si, comme la majorité d'entre vous, vous êtes intéressés à la fois à la liberté et à l'égalité, vous êtes convaincus que la liberté et l'égalité doivent avoir une place centrale, doivent imprégner, doivent inspirer les institutions d'une société idéale, eh bien alors, vous ne pouvez qu'être intéressé par cette idée d'allocation universelle. Il se peut que vous soyez contre cette idée, mais vous devez avoir de bonnes raisons un peu subtiles d'être contre. Je vais essayer de vous expliquer ça. D'abord, ce que je ferai, c'est d'abord vous expliquer, un peu clarifier le concept même d'allocation universelle et indiquer pour chacune de ces caractéristiques l'intuition qui se trouve derrière l'argumentation qui défend cette caractéristique. Et puis je répondrai aux 2 questions. Est-ce que c'est une révolution? Et est-ce que ça va être un bricolage? D'abord, qu'est-ce que c'est que l'allocation universelle? Qu'est-ce que c'est que ce revenu de base? C'est un revenu minimum garanti. Un revenu minimum garanti d'un type particulier, d'un type inconditionnel en 3 sens distincts. Un revenu minimum garanti comme
le RMI, l'actuel RSA. Revenu minimum garanti au sens où cela donne une garantie de revenu minimum, de flux régulier d'un montant d'argent, indépendamment de toute cotisation qui aurait dû être payée antérieurement. C'est différent d'un système d'assurance sociale en ce sens-là. Comme le RMI ou l'actuel RSA, et comme la plupart des formes de revenu minimum garanti qui existent actuellement dans d'autres pays, dans la plupart des pays de l'Union européenne, mais aussi dans d'autres pays à travers le monde. Mais l'allocation universelle diffère du revenu de solidarité active, du RSA, par 3 caractéristiques, par 3 inconditionnalités, qui à première vue, franchement, rendent l'idée d'allocation universelle un brin bizarre, voire même absurde. Première caractéristique, l'allocation universelle est strictement individuelle. Donc, le droit à l'allocation universelle et son montant est indépendant de votre situation d'habitat, de votre situation familiale. Est-ce que ça veut dire que ceux qui défendent cette idée ne se rendent pas compte qu'il y a ce qu'on appelle, ce que les économistes appellent des rendements d'échelle, le fait que, par exemple, si on habite avec quelqu'un d'autre, eh bien, ça coûtera moins en chauffage, ça coûtera moins, on aura besoin que d'un frigo, on aura besoin que d'une machine à laver, etc. Donc il y a des économies d'échelle, ça coûte moins cher par personne d'habiter avec d'autres que d'habiter tout seul. Ça veut dire que les partisans de l'allocation universelle n'auraient pas vu ça. En tout cas, c'est la première caractéristique, inconditionnalité au sens de strictement individuel. Deuxième caractéristique, l'allocation universelle, elle est indépendante de toute autre forme de revenu. C'est-à-dire que les pauvres reçoivent l'allocation universelle, mais les riches aussi, au même niveau. C'est pas absurde de donner cette allocation aux gens qui n'en ont pas besoin, même aux plus riches de France, même à ceux qui ont cherché refuge en Belgique en raison d'une taxation trop élevée en France, même ceux-là recevraient une allocation universelle. C'est pas absurde. Et enfin, troisième caractéristique, comme si c'était déjà pas assez grave, troisième caractéristique, troisième inconditionnalité, l'allocation universelle, elle est donnée sans contrepartie. Donc, elle est payée à ceux qui travaillent, à ceux qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont en incapacité de travail, parce qu'ils sont invalides, à ceux qui cherchent du travail mais n'en trouvent pas, mais aussi à ceux qui ne cherchent pas de travail parce qu'ils sont étudiants, ou parce qu'ils sont hommes ou femmes au foyer, ou simplement parce qu'ils sont fainéants. Eh bien, ils reçoivent aussi une allocation universelle. Alors là, c'était un peu absurde avec les 2 premières caractéristiques, mais avec la troisième, ça devient franchement un petit peu scandaleux, éthiquement parlant, d'aller donner un revenu inconditionnel. Et pourtant, revenons une à une à ces 3 caractéristiques, à ces 3 inconditionnalités qui sont 3 différences aussi avec les systèmes de revenu minimum actuellement existants, puisque le RMI, enfin RSA et les autres systèmes, les autres dispositifs qui existent ailleurs sont conditionnels en 3 sens correspondant aux 3 inconditionnalités que je viens de mentionner. Le montant auquel on a droit comme bénéficiaire du RSA dépend de la situation familiale. Il n'est bien sûr pas du tout indépendant des autres revenus. Il est donné seulement aux pauvres, pas aux riches. Et il est donné en contrepartie d'une disponibilité au travail ou à une formation qui va conduire au travail selon des modalités qui peuvent varier, qui varient d'un pays à l'autre. Alors, pourquoi défendre une allocation universelle, donc ayant ces 3 caractéristiques, ayant ces 3 inconditionnalités, donc en 3 sens, logiquement indépendants? Premièrement, le caractère strictement individuel. Mais paradoxalement,
Le caractère strictement individuel de l'allocation universelle, c'est quelque chose qui favorise la vie commune, la vie en communauté. En fait, notre système actuel a cette perversité que quand on se met ensemble pour vivre d'une manière plus économe, justement parce qu'on pourra s'épargner des dépenses d'électricité, de chauffage, d'investissement en frigo, machine à laver, réchaud, etc. Aussi, quand on habite davantage ensemble, donc plus serrés les uns près des autres, donc d'une manière plus compacte, et donc réduisant ainsi le besoin de mobilité, bien quand on fait toutes ces choses qui sont bénéfiques au niveau de la collectivité, qui sont bonnes pour l'écologie, au lieu de récompenser ces actions, aujourd'hui, on les punit. On dit, vous vivez ensemble, très bien, mais vous recevrez désormais moins que ce que vous recevriez si vous habitiez seul. Et en plus, dans les circonstances présentes, ce système de conditionnalité par rapport à la situation familiale est devenu de plus en plus compliqué, même un peu pervers, pour une autre raison. C'est que jusqu'il n'y a pas tellement longtemps, il y avait une corrélation vraiment très forte, une presque identité entre habiter, être cohabitant avec un autre adulte et être marié. Bon. Alors, ça, c'est pas très compliqué de voir qui est marié, qui n'est pas marié. Vous allez voir dans l'état civil, ces données sont facilement disponibles et on dit, bon, vous êtes isolé, vous recevez autant, vous êtes marié, vous recevez moins. Bon, pas facile, c'est pas difficile à organiser sur le plan administratif. Mais aujourd'hui, je présume à Montpellier, c'est pas différent de ce qui se passe ailleurs en Europe et dans le monde. La corrélation entre être marié et cohabiter, c'est devenu une chose beaucoup plus lâche, beaucoup moins stricte. Bon, il y a un certain nombre de gens qui sont mariés et qui ne vivent plus ensemble, mais il y a surtout pas mal de gens qui vivent ensemble sans être mariés, sans même être liés par ce qu'on a inventé dans certains pays, y compris en France, un truc un peu wishy-washy entre être marié et être rien du tout. Pax, ou un truc comme ça s'appelle comme ça chez vous? Bon, alors, si c'était une catégorie relativement claire, mais évidemment, il y a des tas de gens qui habitent ensemble, qui ne sont ni paxés, ni mariés, ni rien de tout ça en termes de relations formelles. Or, ce qu'il s'agit d'identifier pour pouvoir punir par une allocation moindre, c'est les gens qui vivent ensemble, qui vivent ensemble en partageant un même ménage. C'est ça qui fait des économies. Et donc, il faut inventer d'autres trucs. Par exemple, aux Pays-Bas, initialement, ils avaient une formule relativement simple. Ils appelaient ça Voordeelder, c'est-à-dire des gens qui partagent la porte avant de leur maison. Et puis, on s'est rendu compte que parmi les gens qui partageaient la porte avant de leur maison, il y avait quand même un certain nombre qui formaient pas vraiment un même ménage, qui habitaient séparément. Donc, ils ont dû introduire des formules un peu plus subtiles, comme aller vérifier les brosses à dents le matin pour voir combien de brosses à dents il y avait sur le lavabo, si le brosse à dents, il y avait encore 2 brosses à dents un petit peu mouillées, pour permettre de voir qui vraiment partageait et constituait le même ménage. On voit bien que, étant donné l'évolution de nos sociétés, on a un dilemme une tension de plus en plus forte entre essayer de ne pas être arbitraire d'une part et essayer de ne pas être intrusif d'autre part. Et donc, c'est impossible de ne pas être arbitraire sans être intrusif ou inversement. Et donc, on voit que, après tout, cette idée de dire on va avoir une allocation qui est strictement individuelle, on ne va pas venir regarder avec qui vous vivez, ça ne va pas. Non seulement ça va être beaucoup plus simple à administrer, moins cher, ça va être moins intrusif si on veut le faire de manière sérieuse, mais en plus ça va encourager quelque chose qui est de plus en plus important aujourd'hui, c'est dire, de grâce, vivez ensemble, c'est très bien si vous économisez de l'énergie, si vous vivez plus proches les uns des autres, c'est de ça que notre société aujourd'hui a besoin, c'est pas d'encourager les gens à habiter d'une manière isolée, en plus, évidemment, habiter avec d'autres, même avec d'autres à qui on ne s'entend pas trop bien toujours, c'est aussi une manière d'être moins seul, d'être inséré dans davantage de réseaux, d'avoir quelqu'un qui peut nous informer sur certaines choses, nous mettre en contact avec d'autres, etc. Donc, le caractère strictement individuel, après tout, ce n'est pas si absurde que cela. Quid alors de la seconde caractéristique?
l'universalité. L'universalité. Est-ce que c'est pas le fait de le donner aux riches comme aux pauvres? C'est pas vraiment absurde de donner à des gens qui n'en ont pas besoin. En fait, l'universalité, c'est pas du tout meilleur pour les riches, c'est meilleur pour les pauvres. C'est pour les pauvres que c'est mieux de le donner à tout le monde. Pourquoi? D'abord parce que avec une allocation universelle, on ne va pas rendre les riches plus riches. C'est pas que tout d'un coup, il y a une somme d'argent qui va tomber du ciel sur la France et que toute personne en France, riche ou pauvre, va devenir plus riche d'un même montant de l'allocation universelle. Cette allocation, elle devra évidemment être financée. Et qui va la financer? Même si on la finance par un impôt proportionnel, un impôt linéaire, même s'il n'est pas progressif, il est clair que les riches financeront leur propre allocation. Si une allocation universelle est introduite dans mon pays, en Belgique, je ne devrais pas me poser la question, qu'est-ce que je vais faire avec ces 500 € ou ces 1000 € que j'ai reçus? Non, s'il y a une allocation universelle en Belgique, je n'aurai pas plus de revenus à la fin du mois, j'en aurai moins. Parce que je suis dans les catégories les mieux payées en Belgique, il y aura un ajustement fiscal à faire, et donc mon revenu net sera sans doute quelque peu diminué, pas énormément, ça dépendra du montant de cette allocation. Donc, le donner aux riches, le donner à tout le monde, même aux riches, c'est pas mieux pour les riches, parce qu'ils payeront leur propre allocation et contribueront bien sûr à payer l'allocation d'un certain nombre de personnes plus pauvres qu'eux. Mais pourquoi est-ce que c'est meilleur pour les pauvres? Pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que c'est un instrument plus efficace pour lutter contre la pauvreté. Pourquoi? Et la seconde, c'est une manière d'aider les pauvres à sortir de la pauvreté. Premier, pourquoi est-ce que c'est un instrument plus efficace de lutte contre la pauvreté? Ce qu'on constate partout, il y a d'innombrables études empiriques, c'est que quand on a un système par exemple d'allocation familiale ou d'allocation de vieillesse, de pension de vieillesse, qui est ciblé sur les pauvres, qui n'est donné qu'aux pauvres, eh bien, ce qu'on appelle d'un terme technique en anglais le rate of take-up, c'est-à-dire la proportion de ceux qui ont droit à cette allocation, qui font effectivement valoir ce droit, est beaucoup plus faible quand c'est ciblé sur les pauvres que quand c'est un régime universel, où tout le monde, si toutes les catégories de revenus reçoivent l'allocation familiale de manière automatique, ce rate of take-up, cette proportion des ayants droit qui font valoir leurs droits, est pratiquement 100%. Si par contre on a un système ciblé sur les pauvres, la proportion de ceux qui finalement ne perçoivent pas l'allocation à laquelle ils ont droit est beaucoup plus faible. Dans le cas du RSA, j'ai vu les chiffres de France Stratégie là-bas récemment, cette proportion de ceux qui font effectivement valoir leurs droits, ils ont ce droit, mais ils en jouissent vraiment, est de l'ordre de 50% dans le cas du RSA. Pourquoi cette différence? Pour deux raisons. La première, c'est que quand c'est un droit qui n'est pas automatique pour chacun, il y a une procédure particulière, il faut être informé de cette procédure. Les personnes qui en ont le plus besoin, souvent, sont le moins bien équipées du point de vue de l'information pour savoir ce qu'elles doivent faire pour obtenir ce droit. Donc, première raison, l'information. Et deuxième raison, c'est la stigmatisation. Dès le moment où on a un système qui dit c'est pas pour toutes les familles, quel que soit le niveau de revenu, mais on dit c'est pour les pauvres. C'est seulement si vous êtes pauvre que vous y avez droit, eh bien, il y a inévitablement, même si on le fait, même si les personnes responsables le font avec beaucoup d'humanité, beaucoup de doigté, il y a toujours quelque chose d'humiliant dans le fait de ne recevoir quelque chose que parce qu'on est pauvre, pas parce qu'on est citoyen, pas parce qu'on a des enfants, mais parce qu'on est pauvre. Et pour éviter l'humiliation qui est liée à ce statut, beaucoup disent, eh bien là, je préfère ne pas faire la démarche. Et donc c'est à la fois le manque d'information et puis le refus de la stigmatisation, la peur de l'humiliation qui explique ce phénomène constaté partout, qui est, à des degrés divers, mais constaté partout, qui est la faible proportion, la plus faible proportion de bénéficiaires potentiels qui sont des bénéficiaires effectifs dans le cas d'un système ciblé, d'un système centré sur les pauvres plutôt qu'un système universel. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle, après tout, donner à tout le monde, aux pauvres comme aux riches, c'est pas si absurde que ça, c'est mieux comme instrument de lutte contre la pauvreté monétaire. Ça va assurer, elle va être plus efficace pour
pour que cet argent, qui est en principe disponible pour ces personnes-là, leur parvienne effectivement. Et la deuxième raison, c'est ce qui est communément appelé la trappe de la pauvreté. Parce que dans des systèmes ciblés, on dit vous ne recevez cette somme d'argent que si vous êtes pauvre. Donc si vos revenus sont en dessous d'un certain niveau, eh bien, si on fait un effort, on a un peu de chance pour parvenir à décrocher un emploi, fût-ce à temps partiel, qui nous permet de sortir de la pauvreté, d'atteindre un niveau de revenu sans cette allocation qui dépasse le seuil en dessous duquel on reçoit l'allocation, eh bien on dit bravo, c'est très bien, nous vous félicitons de l'effort que vous avez fait. Et pour vous récompenser, on vous retire l'allocation à laquelle vous aviez droit auparavant. Alors, dans le cas d'un système universel, ça fonctionne autrement. Au lieu d'avoir un filet de sécurité dans lequel on risque de rester empêtré, c'est ça la trappe du chômage, ou la trappe de la pauvreté que je viens de décrire, au lieu d'avoir ça, on a un socle sur lequel on peut s'appuyer. Et donc, si on parvient à trouver un emploi à temps partiel quelque part, qui donne des revenus pas très importants, mais qui nous permettent alors de nous réintégrer dans la vie économique, de conserver nos savoir-faire, de maintenir nos réseaux, etc., de maintenir notre estime de nous-mêmes. Eh bien, dans le cas d'une allocation universelle, d'un revenu universel, on garde le socle. Le revenu, c'est un revenu socle, ce n'est pas un filet de sécurité qu'on perd dès le moment où on a un emploi. C'est un socle sur lequel on peut s'appuyer. Et le revenu que l'on va percevoir en travaillant, c'est un revenu qui va pouvoir s'ajouter à ce revenu socle, à ce revenu inconditionnel. Premièrement. Et deuxièmement, ce qui maintient aussi beaucoup de personnes dans cette situation d'exclusion, dans cette trappe du chômage, outre le fait, outre le manque d'un différentiel de revenus, donc ça c'était le premier aspect, c'est qu'alors, si on va travailler, on perd l'allocation, et le résultat c'est qu'en travaillant à temps partiel, on se trouve dans une situation matérielle qui n'est pas meilleure que quand on reste dans une situation de chômage. Donc ça c'est le caractère conditionnel, le fait que ce n'est donné qu'aux pauvres, fait que quand on va travailler, on gagne pas beaucoup plus, et parfois pas plus du tout, et parfois encore moins que si on reste dans une situation de chômage. Mais il y a un second aspect, c'est que dès le moment où on quitte, on a été allocataire social pendant un certain temps, puis on a une possibilité d'emploi, mais ce qui retient beaucoup de personnes dans cette situation de chômage, c'est aussi la crainte que, après avoir accepté l'emploi, après un temps, on ne donne pas satisfaction, ou on se rend compte qu'on ne va pas tenir le coup parce qu'on a 2 enfants à la maison et qu'il faut partir à 5 heures du matin pour arriver à temps au travail avec les transports en commun. Et on n'ose pas se lancer là-dedans parce qu'on craint que si on ne donne pas satisfaction après 3 mois, eh bien, alors on aura du mal à retrouver l'allocation si on renonce à cet emploi. Et donc, or, on est toujours à la limite de l'endettement. Donc, on préfère jouer la sécurité et se dire, moi, je reste dans le filet de sécurité et j'y resterai peut-être toujours. Je resterai peut-être coincé toujours là, mais je n'ose pas prendre le risque que constitue alors un emploi précaire que je pourrais prendre et qui est disponible en principe, mais auquel je devrais peut-être renoncer après quelque temps. Donc, deuxième caractéristique, l'universalité, le fait que c'est donné aux riches comme aux pauvres, c'est pas mieux pour les riches, c'est mieux pour les pauvres. Pour 2 raisons que je viens d'indiquer. La première, c'est que c'est un instrument plus efficace de lutte contre la pauvreté monétaire, parce que le rate of take-up, la proportion de ceux qui vont faire valoir leurs droits sera plus grande, parce qu'on a besoin de moins d'informations de moins de diffusion de l'information pour leur faire parvenir leur allocation. Et deuxièmement, parce qu'il n'y a pas cet effet de stigmatisation. Mais ce n'est pas seulement mieux du point de vue de la lutte contre la pauvreté monétaire, c'est aussi mieux pour faire sortir les personnes de cette situation de pauvreté, parce que c'est un socle sur lequel on peut s'appuyer et pas un filet dans lequel on risque de rester coincé, de rester piégé. Troisième et dernière caractéristique, l'absence de contrepartie. Absence de contrepartie. Donc, on donne cette allocation, pas seulement à ceux qui sont
au travail, à temps partiel ou à temps complet, pas seulement à ceux qui sont chômeurs involontaires pour une autre raison, parce qu'ils sont trop vieux, parce qu'ils sont malades ou simplement parce qu'ils cherchent du travail, ils n'en trouvent pas, c'est aussi aux personnes qui choisissent de ne pas travailler. Mais pourquoi diable introduit-on cette inconditionnalité? Parce qu'il est essentiel de combiner la possibilité, la liberté réelle de dire oui à un emploi peu rémunéré, qui est lié à la deuxième inconditionnalité, avec la possibilité, la liberté réelle, le pouvoir de dire non à un emploi peu rémunéré grâce à cette dernière inconditionnalité. Si on n'avait que l'universalité sans l'inconditionnalité au sens de l'absence de contrepartie, alors l'allocation, le dispositif, serait en fait une recette pour l'exploitation, encourageant l'exploitation des travailleurs par les employeurs. Pourquoi? Parce que les employeurs pourraient dire, écoutez, vous avez déjà votre allocation, une allocation universelle donnée à chacun, donc moi je vais vous payer moins, et vous devrez prendre l'emploi que je vous offre parce que c'est ça la contrepartie. Vous n'aurez droit à cette allocation qui est donnée à chacun, vous n'y avez droit que si vous travaillez ou si vous acceptez l'emploi qui vous est offert si vous n'avez pas d'emploi. Et si vous quittez l'emploi parce que vous le trouvez trop emmerdant ou vous trouvez que je suis, moi, le patron, trop agaçant, eh bien, alors vous n'aurez rien du tout. Parce que cette allocation est donnée à ceux-là seuls qui sont disposés à travailler. Si vous montrez que vous n'êtes pas disposé à travailler en renonçant à mon emploi, vous n'aurez pas droit à cette allocation. Donc, si on avait l'universalité sans cette inconditionnalité au dernier sens, on aurait une formule, en fait, qui serait une recette permettant aux employeurs de s'en tirer avec des conditions de travail pas très agréables, des revenus faibles, et quand même de trouver des travailleurs qui sont forcés, espèce d'esclaves modernes, je dirais, mais sous la contrainte, si vous n'acceptez pas ces emplois, même à un salaire très faible, vous n'aurez rien du tout. Si on avait l'inconditionnalité au dernier sens sans avoir l'universalité, donc si on donnait cet argent qu'aux pauvres, mais sans y mettre de conditions de disposition à travailler, là on aurait un dispositif conduisant à l'exclusion, où on dirait, bon, vous prenez cet argent et puis on ne va rien vous demander, mais de grâce ne venez rien réclamer. Ce qui est essentiel pour l'allocation universelle, pour le revenu de base, c'est vraiment la conjonction de ces deux inconditionnalités, l'universalité et l'absence de contrepartie. La possibilité de dire oui et la possibilité de dire non. Alors on dira peut-être, oui, mais avec ces dernières inconditionnalités, qui va faire les boulots vraiment chiants, ceux que personne ici dans cette salle ne veut faire et qu'on est très, très content que d'autres fassent parce qu'ils n'ont pas d'autres options. La réponse est simple, oui, effectivement, cette dernière inconditionnalité, elle permet de dire non à certains emplois peu rémunérés. L'universalité permet aussi de dire oui à des emplois attrayants, même qu'ils sont mal payés, mais ils contiennent une dose de formation, de contact, de perspectives qui valent la peine, qui font que ce boulot vaut la peine d'être fait, d'être accepté par un travailleur. Mais pour les boulots qui n'ont pas ces caractéristiques-là, qu'est-ce qui va se passer? On aura du mal à trouver acquéreurs, trouver des gens qui voudront les faire. Et alors? De trois choses l'une. Soit on dira, bon, difficile de trouver des travailleurs pour ce boulot, on va essayer d'automatiser ces boulots. On les fera faire par des machines. On a déjà fait ça de nombreuses fois dans l'histoire des sociétés industrielles. On essaiera de faire pour certains boulots, de les automatiser, puisque si personne ne veut le faire, étant donné cette option qu'ils ont, ce pouvoir de négociation plus grand que les personnes qui ont le moins de pouvoir de négociation ont obtenu grâce à cette allocation inconditionnelle. Bon, première solution, on automatise. Pour beaucoup de boulots, ça n'ira pas. On ne pourra pas automatiser. Deuxième option, on améliore la qualité de ces boulots.
le patron se fait un peu moins chiant. On rend le boulot un peu plus imaginatif, un peu plus créatif. On crée des conditions physiques de travail plus agréables. On améliore les relations entre les travailleurs. Il y a des tas de manières de rendre le boulot intrinsèquement plus intéressant. Et puis surtout, on en profite pour former les gens, pour leur donner une dose de formation qui feront qu'ils accepteront de travailler pour peu d'argent, en complément de leur allocation, mais ça vaudra la peine pour eux. Hein. Et si ça aussi, ça ne marche pas, si on ne peut ni automatiser ni améliorer, il reste une troisième possibilité, qui est de mieux payer ces boulots. Hein. Il y a de mieux de payer ces boulots. Il y a des boulots qui sont des boulots peu qualifiés, mais qui sont très, très fastidieux, qui sont parfois plus dangereux que d'autres. Et aujourd'hui, on parvient à les payer suffisamment peu, et ce qui fait que, grosso modo, il y a une corrélation positive entre la qualité intrinsèque du boulot, l'intérêt intrinsèque du boulot et le montant qui est payé pour ces boulots. Qui fait qu'un boulot comme le mien est bien payé, en plus je le trouve vachement intéressant. Je serais presque prêt à le faire gratuitement, surtout avec un public aussi attentif que le vôtre. Si tous mes étudiants écoutaient tout le temps aussi bien, je serais prêt à le faire gratuitement. Je serais même prêt à payer pour pouvoir le faire. Mais par contre, donc il y a d'autres. Ces boulots-là sont à la fois intéressants, des boulots comme le mien sont à la fois intéressants et bien payés, et puis il y a des boulots qui sont beaucoup moins intéressants et beaucoup moins bien payés. Et il y a une corrélation entre ces deux choses. Cette corrélation devrait être inverse, évidemment. C'est que plus un boulot est ennuyeux à faire, fastidieux, dangereux, dans des conditions de travail difficiles, etc., eh bien mieux il devrait être payé. Et une allocation universelle, grâce à l'ensemble de ces caractéristiques, c'est une méthode qui permet de faire ça. C'est pas avant tout, c'est aussi, mais c'est pas avant tout une manière de redistribuer le revenu, c'est avant tout une manière de redistribuer le pouvoir de négociation, pour donner plus de pouvoir, plus de liberté réelle à ceux qui en ont le moins. Parce que ceux qui ont de grands talents, ceux qui ont eu la chance d'avoir une bonne formation, ceux qui ont la chance d'être dans un créneau qui est un créneau porteur, ceux-là ont beaucoup de pouvoir de négociation, il ne faut pas leur en donner davantage. Mais il y en a qui n'ont pas tous ces privilèges, et c'est à ceux-là qu'une allocation inconditionnelle donne un pouvoir accru. Bien, donc voilà ce qu'est une allocation universelle. Voilà pourquoi à première vue elle peut sembler absurde. Donner le même montant indépendamment de la situation familiale, absurde de donner l'argent à ceux qui n'en ont pas besoin, absurde aussi de le donner même aux fainéants, de le donner sans condition de contribution sous la forme de participation à la vie économique. Bien, voilà ce qu'est l'allocation universelle. Maintenant, est-ce que c'est une révolution ? Est-ce que ça va être un bricolage ? Alors c'est une révolution. Est-ce que ce sera une révolution quand elle sera introduite ? Oui, en un certain sens, oui. Pourquoi ? Et parce que dans notre système actuel de protection sociale, dans notre État-providence, on a deux principes et deux types de dispositifs, avec une zone grise pour un certain nombre de dispositifs qui sont un peu à cheval entre les deux. Mais on a deux principes qui sont le principe d'assistance sociale, qui est le plus ancien, et le principe d'assurance sociale, qui est le plus substantiel, le plus massif dans les transferts actuels. Le premier, l'assistance sociale, l'assistance publique, remonte au début du XVIe siècle. Jusqu'alors, jusqu'au début du XVIe siècle, l'assistance, l'aide, c'était une affaire de charité privée. C'était dans la tradition chrétienne, même dans une certaine mesure dans la tradition juive antérieurement, il y avait, dans la tradition chrétienne, en Europe, il y avait une obligation de charité. Parfois exprimée avec une grande force. Par exemple, saint Ambroise, au IVe siècle, qui était un évêque milanais, avait formulé les choses d'une manière très forte, reprise alors dans le premier code de droit canon au XIe siècle, et puis par saint Thomas d'Aquin, qui disait c'est un péché plus grave, de ne pas donner, quand on est riche, de ne pas donner aux pauvres, un péché plus grave de faire ça, que pour les pauvres de voler quand ils sont dans le besoin. Donc c'est moins grave, il disait en d'autres termes, c'est moins grave d'aller voler quand vous en avez vraiment besoin, que de ne pas donner quand vous avez plus que ce que vous avez.
Et c'était saint Thomas, par exemple, Thomas d'Aquin citait ça de manière très positive, louangeuse, pour illustrer le devoir de charité qui devait peser, mais à titre individuel, sur les riches. Ce n'est qu'au début du XVIe siècle qu'on s'est dit, c'est quand même un peu chaotique, hein, cette charité privée. Et donc le premier qui a formulé ça d'une manière systématique est un certain Juan Luis Vives, un gars qui était né à Valence, Valencia, Espagne, juif converti, qui est venu étudier à Paris, mais qui a eu ras-le-bol de la scolastique décadente de l'époque, et puis qui s'est retrouvé, il s'est retrouvé dans la communauté d'origine espagnole de Bruges, et puis Erasme l'a fait venir à Louvain au moment où il a créé le collège des trois langues. C'est devenu un grand humaniste, et il a alors publié un petit livre qu'il avait quelques craintes de publier, parce qu'il allait passer quelques jours chez Thomas More en cours de route pendant qu'il le rédigeait. Et puis en 1526, il publie ce petit livre qui s'intitule « De subventione pauperum », de l'assistance aux pauvres, et qui craignait qu'il encourt les sanctions de l'Église à l'époque pour des raisons qui me sont restées un temps obscures. L'idée centrale du petit livre, c'était qu'il fallait d'urgence organiser la charité, rester la charité, d'une manière efficace. Et pour ce faire, c'est les municipalités qui doivent prendre ça en charge. Pour pouvoir atteindre tous les pauvres, et seulement les pauvres. Tous les pauvres, c'est-à-dire même ceux qui sont trop timides ou trop faibles pour se montrer sur la place publique, et qui restent quelque part dans leur chaumière à crever. Mais seulement les pauvres, donc pas les gars qui vont mendier à toutes les portes d'église et puis ils ramassent un magot à la fin de la journée. Et donc, il a fait une proposition pour que la municipalité prenne ça en charge. En même temps, on devait bannir la mendicité, c'était lié, donc plus de mendiants, mais un droit pour chacun à la subsistance. C'était très conditionnel, donc seulement les pauvres, c'était vraiment ciblé sur les pauvres, et c'était aussi conditionnel en termes de contrepartie. Même les aveugles, disait-il, pourront trouver une activité et pourront parvenir à faire certaines choses. S'il n'y a plus de travail dans les filatures d'Armentières, disait-il, eh bien alors on leur trouvera autre chose à faire dans leur municipalité, ne fût-ce que pousser une brouette ou faire autre chose. Donc c'était très conditionnel dans les trois sens que j'ai mentionnés tout à l'heure. Mais c'était la première fois qu'on argumentait pour une forme d'assistance publique. L'assistance publique. Les pouvoirs publics doivent prendre ça en main. Alors la raison pour laquelle il était un peu frileux, là-bas, il craignait des sanctions, c'est qu'en fait, l'Église n'aimait pas fort cette proposition pour deux raisons. La première, c'est que jusque-là, la charité, c'était un monopole de l'Église. C'était les institutions religieuses qui prenaient ça en charge, éventuellement des hospices, et puis la charité privée, d'une part. Et d'autre part, c'est qu'il existait à ce moment-là des ordres qui s'appelaient les dominicains et les franciscains, créés quelque temps auparavant, et qui étaient des ordres mendiants. Des ordres mendiants. Alors si on va bannir la mendicité, la source de revenus de ces ordres mendiants se trouvait directement menacée. Enfin, il y a eu donc un certain nombre d'expériences pilotes, si on peut dire, notamment le plus célèbre dans la ville d'Ypres, en Flandre, à ce moment-là. Il y a eu une plainte, c'est allé chez les théologiens de Paris, qui finalement ont dit, allez, bon, c'est bon, mais à condition que ça n'empêche pas l'Église aussi de s'occuper d'une partie de la charité. Et ça, c'était donc un moment très important, parce que surtout le rapport d'Ypres qui a été fait par les magistrats d'Ypres pour les théologiens de Paris a été immédiatement traduit en anglais. Ça a contribué à inspirer alors les Poor Laws, les lois des pauvres britanniques, qui ont été alors un modèle pour le reste de l'Europe jusque
à la fin du XVIIIe siècle, qui ont fait l'objet alors aussi de critiques extrêmement fortes, en particulier de Malthus et de Tocqueville, qui étaient considérés qu'entretenir les pauvres de cette manière-là, c'était vraiment suicidaire, parce que plus on aidait les pauvres, plus ils se multipliaient et plus ils étaient maintenus dans cet état de pauvreté en raison, de nouveau, cette idée que politique pointée sur les pauvres est une mauvaise politique. Alors, eux ne proposaient pas l'allocation universelle et ils disaient qu'on supprime toute cette aide publique et qu'on laisse ça à la charité privée. Tocqueville était extrêmement dur dans son mémoire sur le paupérisme. Il promettait un second volume dans lequel il proposait son alternative, mais ça, il n'est jamais parvenu à l'écrire. Mais il était très critique à cet égard. Donc tout ça, c'est l'assistance publique et d'une certaine manière, ce qu'on a aujourd'hui en termes d'assistance, donc le RSA, et les systèmes semblables qui ont été introduits ailleurs, par exemple la Bolsa Familia au Brésil, c'est toujours le même principe. Ce sont les ressources publiques qui sont utilisées de manière ciblée pour aider les pauvres. Mais il y a un événement capital qui s'est produit entre l'assistance publique à la vivesse et puis les poor laws et l'assistance publique, l'assistance sociale telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est justement l'émergence et la montée en puissance de ce qui constitue aujourd'hui l'essentiel, la plus grande partie de notre système de protection sociale, qui est l'assurance sociale. Alors à quel moment est-ce que ça naît, ça ? Et ça, c'est une révolution. C'était la première. Donc il y a eu la naissance de l'État-providence, si vous voulez, au début du XVIe siècle, d'abord de manière modeste dans quelques municipalités en Flandre, puis en Angleterre, et puis dans certaines villes d'Allemagne aussi, à Strasbourg, très, très rapidement, dès le début du XVIe siècle, et puis ça a essaimé face au vagabondage et à la mendicité qui se répandait un peu partout. Donc ça, c'était la naissance. Et puis, il y a eu une révolution qui était à la fin du XVIIIe siècle. Une idée simple, formulée pour la première fois par le marquis de Condorcet, pendant qu'il se cachait pour éviter d'être guillotiné pendant la dernière année avant sa mort, près de l'église Saint-Sulpice à Paris. Il a écrit alors son livre le plus long, esquisse de tableau historique des progrès de l'esprit humain, c'est ça le titre complet. Et là, en passant, il y a une petite page, il produit une idée qui s'est avérée géniale et qui consiste, qui peut être brièvement formulée de manière suivante. Il dit, au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un bon usage du calcul des probabilités pour simplement organiser ceci? Nous ne savons pas, quand nous sommes travailleurs, si nous allons tomber malades, ni si nous allons devenir vieux. Mais nous aimerions bien avoir un revenu si nous sommes malades et avoir un revenu aussi quand nous serons trop vieux pour travailler. Bon. Je propose donc que chacun fasse chaque année une petite contribution en tant que travailleur. Et cette contribution va servir à ceux qui ont la malchance de tomber malades, et ça pourrait être chacun d'entre nous, et à ceux qui ont la chance de vivre suffisamment longtemps, mais dans un état où ils ne pourront plus continuer à travailler. Et voilà l'idée très simple de l'assurance sociale. C'est une idée très différente de la première, c'est très différente de l'assistance que les riches, par charité, doivent apporter aux pauvres. Ici, c'est l'aide, c'est aussi une forme d'aide que par solidarité, les travailleurs apportent à d'autres travailleurs. Donc, il y a quelque chose de très asymétrique, évidemment, dans le rapport de charité et dans l'assistance publique en général, mais quelque chose de très symétrique dans la solidarité telle qu'elle a alors été mise en œuvre dans nos systèmes de sécurité sociale. Comme pour toutes les idées, il faut un certain temps pour qu'elles se réalisent. La première, ça s'est fait graduellement par des systèmes mutualistes bottom-up, donc parmi des initiatives de travailleurs, mais ça s'est fait pour la première fois d'une manière systématique sous Bismarck en Allemagne à la fin du XIXe siècle. C'était pour Bismarck aussi une manière de contribuer à l'unification
de l'Allemagne. Au contraire, comme vous le savez, au contraire de la France ou de l'Angleterre, l'Allemagne n'a commencé à exister qu'à la fin du XIXe siècle. Auparavant, c'était une espèce de fatras de principautés, duchés, etc., indépendants les uns des autres et parfois en guerre les uns avec les autres. Et donc, à partir de la Prusse, Bismarck a unifié tout ça. Et un élément unificateur central, c'était les pensions de retraite pour tous les Allemands, pour tous les travailleurs allemands. Et ça a conduit à une forme d'identification alors de l'ensemble des citoyens allemands avec le Reich, avec le Deuxième Reich, celui de Bismarck qui était créé à ce moment-là. Et puis à partir de Bismarck, ça a poursuivi son petit bonhomme de chemin. La France l'a introduit, les plus petits pays d'Europe l'ont introduit, l'Angleterre, les États-Unis ont introduit un système d'assurance sociale. Et alors, ce système d'assurance sociale, alors, a dans l'esprit de beaucoup, par exemple, une belle citation de Jaurès, si je me souviens bien là-dessus, l'idée c'était que l'assurance sociale pourrait parvenir à résoudre le problème de la pauvreté, qu'on n'aurait plus besoin d'autre chose, qu'au fond, toutes les personnes, en interprétant l'assurance sociale de manière suffisamment large, donc en permettant même à ceux qui n'avaient pas cotisé depuis très longtemps d'être couverts intégralement et au même titre que ceux qui avaient cotisé depuis longtemps, etc., en ayant aussi des formes de redistribution dans le système d'assurance sociale qui fait que même ceux qui ont cotisé beaucoup parce qu'ils avaient des revenus relativement élevés, eh bien, ils ne recevront pas une pension de retraite proportionnelle à ce qu'ils ont cotisé, parce qu'il y a un plafond aux pensions de retraite, il y a un plancher aux pensions de retraite, donc il y a une forme de redistribution ex ante, si vous voulez, des plus favorisés aux plus défavorisés. Mais c'est un système profondément différent, donc comme une forme de solidarité entre égaux qui cotisent à un système de protection sociale, un système d'assurance sociale. Donc, c'est là une deuxième idée. Et alors, par rapport à ça, même si ça n'a pas résolu intégralement le problème de pauvreté et qu'il y a eu un problème de pauvreté qui a grandi au fil du temps en mesure qu'il y avait de plus en plus la manière dont ça fonctionnait en raison de la précarité de l'emploi, etc., de la difficulté à rentrer pour certaines générations, à rentrer dans le marché du travail, on s'est rendu compte qu'il y avait une bonne partie de la pauvreté qui n'était pas couverte par ce système. Et on s'est mis à développer alors des systèmes de plus en plus importants à côté de la sécurité sociale au sens strict de l'assurance sociale. Et donc l'introduction par Beveridge alors de quelque chose qui a remplacé les poor laws anglaises après la Deuxième Guerre mondiale, l'introduction assez bien plus tard du RMI en France en 1988, c'était une manière d'abord de reconnaître que l'assurance sociale ne pouvait pas résoudre l'ensemble des problèmes et de réintroduire d'une manière, de renforcer quelque chose qui était déjà présent chez Vivès au début du XVIe siècle, mais qui à l'époque constituait l'ensemble de la protection sociale, alors que maintenant ce n'est qu'un système résiduel à côté de l'assurance sociale. Bon, donc on a ces deux moments, le moment de la naissance de l'État-providence, début du XVIe siècle, et puis l'idée de la révolution qu'a constituée l'assurance sociale, avec Condorcet, et puis sa réalisation presque un siècle plus tard. Mais alors il y a une troisième idée, qui est irréductible aux deux premières. Et c'est celle-là qui est présente dans l'idée d'allocation universelle. Quand est-elle apparue pour la première fois ? Elle est apparue pour la première fois à la fin du XVIIIe siècle, et sous la plume d'un ami très proche de Condorcet, qui est Thomas Paine, grand idéologue de la Révolution américaine et de la Révolution française, qui a rédigé un petit mémoire à l'intention du Directoire en 1796, si vous me permettez un peu de français périphérique, quand il est plus simple, autant l'utiliser. Donc en 1796, pas en 1796 ou quelque chose comme ça. Donc 1796, Thomas Paine rédige ce mémoire à l'intention du Directoire, intitulé « Agrarian Justice », la justice agraire. Et il dit à plusieurs reprises dans le texte, ce que je propose, c'est pour des raisons de justice et pas de charité. Et qu'est-ce qu'il propose ? Il propose que chaque jeune arrivé à l'âge de 21 ans reçoive, homme ou femme, riche ou pauvre, reçoive une dotation qui lui permette
d'acheter 2 vaches ou de faire un autre usage de cet argent comme un petit investissement. Et puis, à partir de l'âge de 50 ans, il y a une pension de retraite substantielle qui est versée à tous les citoyens, quelle que soit leur situation économique. Et pourquoi ? Pour lui, c'était la contrepartie de notre propriété commune de la terre. Nous sommes tous les copropriétaires de la terre. Cette terre, le sol, est approprié par une minorité. Cette minorité doit payer un loyer sur cette terre, correspond à une rente qui correspond à la valeur de cette terre. Et cette rente, elle doit être distribuée de manière égalitaire entre tous. Dans sa proposition, sous cette double forme d'une dotation à tous les jeunes adultes et puis d'une pension de retraite. Ce n'était pas vraiment une allocation universelle encore, mais un autre Anglais, Thomas Spence, S-P-E-N-C-E, un instituteur anglais, mais devenu un activiste à temps plein, peu après, qui était très hostile, qui a polémiqué avec Thomas Paine. Thomas Paine était beaucoup plus connu. Il a vendu ses livres antérieurs, Common Sense et Rights of Man, à des centaines de milliers d'exemplaires. Et ce Thomas Spence a fait la toute première proposition d'allocation universelle au niveau d'une municipalité, et de nouveau avec la même idée d'un financement par un impôt foncier. Nous sommes tous propriétaires, pour lui, pas seulement de la terre, mais aussi de l'ensemble du patrimoine immobilier, et c'est le loyer sur ce patrimoine immobilier qui doit nourrir, qui doit financer une allocation universelle, un revenu inconditionnel qui distribué de manière égale entre tous les membres de ces petites communautés locales. Mais c'est dans un petit texte intitulé « The Rights of Infants », les droits des enfants, qu'il défend cette idée. Il y a aussi d'autres idées dans ce texte, notamment que les municipalités en question sont gouvernées par un conseil qui n'est composé que de femmes. Bon, cette idée-là est aussi peut-être bonne, mais est logiquement indépendante de la proposition d'allocation universelle. Et alors, l'idée, franchement, n'a guère connu un grand succès. Le suivant qu'il a proposé pour la première fois à l'échelle d'une nation, c'est un gars qui s'appelle Joseph Charlier, qui a publié en 1848 un livre intitulé ambitieusement « Solution du problème social » et où il défend un dividende territorial, de nouveau financé de la même manière. 1848, publié à Bruxelles, l'année même où Marx écrivait à Bruxelles, à quelques 500 mètres de là, ou un peu plus, Marx écrivait le manifeste du Parti communiste. Le manifeste du Parti communiste a eu le succès que vous savez, après tout, c'est encore la référence officielle du parti qui est au pouvoir dans l'État le plus peuplé du monde aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils relisent encore régulièrement ce qui se trouve dans le manifeste en question, mais en tout cas, il a connu un succès fabuleux. À côté de ça, le brave Joseph Charlier, dans son livre dont il est écrit en guise d'éditeur chez tous les libraires du royaume, donc à mon avis, c'était publié à compte d'auteur, ça n'a pas eu beaucoup de succès. Il y a un autre livre, on a gardé une lettre, il l'envoie alors au recteur de l'université de Bruxelles en disant « Vous n'avez pas répondu quand je vous ai envoyé mon livre précédent, maintenant je vous envoie une version plus courte. Je suis toujours convaincu que c'est la seule solution rationnelle au problème de la pauvreté. » Il n'a probablement pas reçu davantage de réponses à cette écrit-là. Enfin, 1848, maintenant, pas mal de temps s'est écoulé, et peut-être qu'après tout, l'utopie du brave Joseph Charlier a plus d'avenir aujourd'hui que l'utopie de Karl Marx, quel que soit le passé glorieux que cette utopie ait connu. Et donc, alors, pour simplement faire très brièvement, alors, qu'est-ce qui s'est passé ultérieurement autour de cette idée d'allocation universelle? Donc, on voit qu'il y a une troisième idée qui est vraiment logiquement distincte des deux premières. Ce n'est pas, comme la première, une aide des riches par une espèce de charité publiquement organisée des riches vers les pauvres. Ce n'est pas non plus cette solidarité qui fait qu'on aide, qui est un système d'assurance, qui fait qu'il y a des risques que nous courons tous, et puis on cotise tous pour pouvoir
nous aider pour que nous soyons aidés quand ces risques se réalisent. C'est ça l'idée d'assurance sociale. Mais ici, on a une troisième idée qui est au fond une idée de dividende sociale. C'est qu'il y a une richesse commune qui pour être divisée, pour être répartie de manière juste, doit être répartie de manière égale et inconditionnelle entre tous. Ce n'est pas quelque chose qui nous couvre si nous sommes pauvres, ce n'est pas quelque chose qui nous couvre quand des risques se réalisent, c'est quelque chose qui doit être distribué de manière équitable. Alors, cette idée n'a commencé à connaître un début de débat et d'intérêt qu'en Angleterre, entre les deux guerres mondiales. Juste après la Première Guerre mondiale, il y a eu un petit mouvement qui s'appelait la State Bonus League, la ligue littéralement de la prime d'État, qui défendait vraiment ce revenu inconditionnel. C'était des Quakers qui défendaient ça. Ça a été discuté à une réunion du Labour Party. Dans la même époque, il y a un mouvement qui s'appelait le Social Credit Movement, de quelqu'un qui s'appelle Major Douglas, qui était largement un gars un peu fantaisiste, et ses écrits sont, je dois dire, extrêmement confus, mais qui défendait aussi quelque chose comme un crédit social, parfois aussi appelé dividende social, à distribuer entre tous, mais avec création monétaire. Enfin, c'était pas ultra limpide comme argumentation. Mais alors, ça a été repris par des grands intellectuels, déjà anglais, aussi dans l'entre-deux-guerres, en particulier George Cole, qui était le premier titulaire de la chaire de philosophie politique à Oxford, mais économiste de formation, et James Mead, qui a obtenu ultérieurement le prix Nobel d'économie, et qui a d'ailleurs été membre du réseau bien, et il est mort très âgé à la fin du XXe siècle, et jusqu'à la fin, il a défendu cette idée d'allocation universelle, mais il la défendait déjà dans les années 30. Puis ça s'est éteint avec le rapport Beveridge, qui a alors marqué le début de la sécurité sociale en Grande-Bretagne et ailleurs après la Deuxième Guerre mondiale, et qui n'incluait pas d'allocation universelle. C'est revenu à l'avant-plan alors à la fin des années 60 et au tout début des années 70 aux États-Unis, avec principalement les fers de lance, c'était les deux, aussi le futur prix Nobel d'économie James Tobin, mieux connu pour sa taxe Tobin, qui était un économiste de gauche qui était parvenu à convaincre le candidat démocrate à la présidence George McGovern de mettre ça sur sa plateforme électorale sous le nom de Democrat, et surtout James Kenneth Galbraith, économiste très connu qui a publié de nombreux best-sellers, donc un peu la gauche des économistes américains ont proposé ça. Puis il y a eu la victoire de Nixon en 72, après qu'il y ait eu un certain nombre d'expériences d'impôts négatifs ressemblant un petit peu à l'allocation universelle qui ont été mis en route et qui ont été réalisées au début des années 70, mais il n'y a plus d'intérêt pour cette question-là aux États-Unis. C'était intéressant sur le plan de la recherche économique, mais ça n'a plus eu d'incidence politique. Puis il y a eu les années Reagan, etc. Et ce n'est que tout récemment que c'est revenu, qu'il y a de nouveau une discussion active aux États-Unis. Parallèlement, ou un peu plus tard, alors en Europe, il y a eu un début d'intérêt à partir du début des années 80. Indépendamment, à partir d'un certain nombre d'endroits. Par exemple, un des tout premiers à s'être exprimé en faveur de l'idée, c'était un professeur de médecine sociale à l'université calviniste d'Amsterdam, un certain Jan Pieter Kuiper, qui a publié 2 ou 3 articles qui partaient de la constatation qui le choquait que parmi ses patients, il y avait d'une part des gens qui se rendaient malades parce qu'ils travaillaient trop, et puis d'autre part des gens qui étaient malades parce qu'ils ne parvenaient pas à trouver du boulot. C'est quand même incroyable. Il doit quand même y avoir une manière de s'organiser dans notre société pour avoir moins de malades en ayant une meilleure distribution du travail. Et la meilleure manière à ses yeux, c'était effectivement d'introduire un revenu inconditionnel. Et puis, donc, plusieurs autres personnes étaient arrivées à cette même idée. Effectivement, on l'a mentionné tout à l'heure, en 1986, alors j'ai rassemblé quelques personnes que j'avais repérées à travers l'Europe et qui défendaient cette idée. Ou qui étaient intéressés, et on a créé un petit réseau qui s'est appelé le BIEN, Basic Income European Network, qui depuis lors alors a tenu un congrès tous les 2 ans. Lors du congrès de Barcelone en 2004, on a été amené à changer le nom sans changer l'acronyme, c'est-à-dire qu'on avait
constaté, c'est qu'il y avait de plus en plus de personnes qui venaient à un congrès, mais venant du Brésil, d'Afrique du Sud, du Canada, d'Australie, des États-Unis, du Mexique, et qui disaient, bon, est-ce qu'on est bien chez nous en venant à ces congrès? Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu étendre le réseau et alors, moi j'étais un peu réticent au début, disant, bon, il ne faut pas avoir les yeux plus grands que le ventre, est-ce que, de toute façon, il ne faut pas passer par une phase de revenu conditionnel comme on a chez nous avant d'arriver à ça? Mais rien n'y a fait, finalement, ils nous ont convaincus que nous autres, comme me disait un Sud-Africain, qu'on était, nous les Européens, on était aussi arrogants que Karl Marx, qui croyait que la révolution socialiste ne viendrait que dans les pays riches, alors que c'est en Russie et en Chine qu'elle a été introduite. Et de même, l'allocation universelle, c'est pas en Europe ou en Amérique du Nord qu'elle viendra, mais en Afrique du Sud ou au Brésil, etc. Bon, on a dit alors, et maintenant ça s'appelle le Basic Income Earth Network, et c'est un réseau qui effectivement maintenant a des sections depuis pas tellement longtemps en France, mais dans de nombreux pays du monde. Le dernier congrès est à Montréal, le prochain sera à Séoul. Et alors, et je termine par là parce que je vois que le temps des questions est venu. Je termine alors par le bricolage. Donc, ce que je viens de dire, c'est oui, révolution, oui, c'est une révolution parce que c'est vraiment un principe différent donc, le principe du dividende social, et donc c'est une forme de protection sociale, donnant ce socle de revenus à chacun, mais le principe est vraiment différent de celui qui guide l'idée d'assistance sociale, celui qui guide l'idée d'assurance sociale. Et du reste, il y a aussi en France, il y a de l'intérêt pour cette question. Jean Pisani-Ferry, qui dirige ce qui s'appelle maintenant France Stratégie, l'ancien commissariat au plan, m'avait insisté pour que je participe à une réunion préparatoire de leur rapport sur la France dans 20 ans, ou un truc comme ça, le volet social, parce que lui-même a une certaine affinité avec l'idée exprimée déjà dans des publications antérieures. Et le rapport mentionne l'idée d'allocation universelle, mais en disant que cette idée est intéressante, mentionne le réseau français d'ailleurs pour le revenu de base, dont des représentants sont présents dans la salle. Mais en disant, cependant, notre système reste ancré dans la solidarité par le travail et par conséquent, cette idée ne sera pas inclue dans nos propositions de réforme, tout en disant, attention, on a quand même un problème très sérieux en raison de ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que le RSA, c'est très beau, mais il n'y a que 50% des personnes qui y ont droit, qui reçoivent effectivement le RSA auquel ils ont droit. Donc on voit bien que les choses mûrissent, mais on n'y est pas encore tout à fait, parce qu'on a besoin d'une révolution mentale pour y faire place. Alors, bricolage, personnellement, ma conviction, c'est qu'on avance que si on combine une vision avec le bricolage, un bricolage opportuniste. Il faut être à la fois visionnaire et opportuniste. Il faut être visionnaire, c'est-à-dire il faut avoir une vision de long terme d'une société qui soit meilleure que la nôtre, et donc on ne fasse pas comme Marx en disant il faut une société socialiste, et puis dans toute son œuvre il y a quelques passages très courts dans un texte tardif sur ce que serait le contenu du socialisme et ses institutions et les problèmes éventuels que ces institutions pourraient créer. Non, on a besoin des utopies pour le temps présent, ça doit être des utopies réfléchies, où on réfléchit à un dispositif institutionnel, aux effets pervers possibles, etc. Et on le justifie à partir d'une conception qui est enracinée dans des valeurs, une certaine conception de ce qu'est une société juste. Donc il faut cette vision, donc avec l'apport des différentes disciplines, mais il faut aussi être opportuniste et attendre le bon moment. À court terme, la manière d'avancer dans des pays comme la Belgique ou comme la France, c'est d'introduire non pas une allocation universelle à un niveau qui serait suffisant pour pouvoir vivre confortablement tout seul, mais une allocation universelle partielle beaucoup plus modeste. Proposition très ambitieuse est faite par exemple dans une proposition qui sera soumise à référendum national en Suisse l'année prochaine. Donc il y a eu une initiative populaire en Suisse qui a abouti en octobre 2013. Ils ont obtenu les 100 000 signatures et le gouvernement suisse, le Conseil fédéral comme ça s'appelle là, est forcé d'organiser un référendum national, et s'il y a une majorité, ça fera partie de la Constitution suisse, qu'il y a un revenu
inconditionnel, bedingungsloses Grundeinkommen, qui sera introduit à un niveau qui soit suffisant pour permettre une vie digne. Hein, c'est l'expression qui a été utilisée. Et il n'y a pas de montant dans la proposition même, mais les initiateurs, dans le commentaire, parlent d'un montant de 2500 francs suisses, donc plus de 2000 €. Hein. Tout à fait irréaliste à mes yeux. Mais donc, c'est pas ça. L'allocation universelle n'entrera pas par la grande porte, par un grand soir, une grande révolution, où tout d'un coup, on a un revenu de ce montant-là. Non, ça, hein, on ira plus modestement. Le genre de proposition auquel il faut penser, c'est une allocation de l'ordre dans le contexte belge, c'est ce que je défends, hein, chaque contexte national est différent, de l'ordre de 500 €. 500 € pour chaque adulte, de manière inconditionnelle, strictement individuelle, mensuelle. Bon, alors, financer comment ? Financer, en fait, largement autofinancé en un certain sens. Autofinancé parce que pour tous les allocataires sociaux qui ont des allocations plus élevées que ces 500 €, c'est simplement la première partie inconditionnelle de leur revenu. Hein. Donc, si vous avez une pension de retraite de 1000 €, vous recevez 500 € inconditionnels, et puis vous aurez 500 € qui sont liés, où il y a certaines conditions qui sont liées à ce que vous avez fait pendant le reste de votre vie ou votre statut familial, et ça dépendra d'un régime à l'autre et d'un pays à l'autre. Bon. Donc, pour tous les allocataires qui ont un revenu au moins égal à ces 500 €, et c'est la grande majorité des allocataires dans le cas de la Belgique, je suis sûr en France aussi, c'est autofinancé. Puis, il y a, pour toutes les personnes qui ont un revenu régulier, il y a des avantages fiscaux sous la forme d'une exemption des premières tranches. Vous avez le quotient familial en France qui joue ce rôle, mais certainement pas seulement. Donc, en fait, tous ces avantages fiscaux, ils sont donnés aux riches comme aux pauvres. Vous les supprimez et vous remplacez ça par cette allocation universelle ou par un crédit d'impôt remboursable, si vous voulez rendre les choses un peu plus compliquées. Et dans la période transitoire, ça peut être utile. Et donc, le coût net d'une allocation à ce niveau-là, c'est essentiellement, dans le cas de la Belgique en tout cas, je suis sûr aussi de la France, des travailleurs à temps partiel, qui ne jouissent pas de l'ensemble des avantages fiscaux, donc des taux relativement bas sur les premières tranches ou du quotient familial, etc., ou n'en jouissent pas pleinement, et qui n'ont pas d'allocation par ailleurs. Donc l'essentiel du coût net se situe dans cette zone-là. Donc vous introduisez ça, ça n'a pas tous les avantages d'un revenu plus élevé, notamment en termes de simplification, mais ça réduit très considérablement la trappe du chômage, la trappe dont je parlais tout à l'heure. Bon, donc vous faites ça. Si c'est au niveau national, je le ferai de cette manière-là. En parallèle, il est urgent de réfléchir à une forme de redistribution transnationale au sein de l'Union européenne. Nous ne parviendrons pas à rendre l'euro, notre monnaie commune, stable, sûre, si nous n'introduisons pas une forme de redistribution au travers des frontières de nos États-nations, des États membres de la zone euro en tout cas. Donc là, à ce niveau-là, la formule doit être différente. Je défends une allocation universelle, une série de raisons qui sont partiellement indépendantes de ce que j'ai raconté tout à l'heure, d'un niveau de 200 € par personne, donc un revenu socle, modulé selon le coût de la vie dans les différents pays, donc ce sera moins en Bulgarie qu'au Luxembourg, mais strictement inconditionnel, et donc comme un socle qui se substituerait à une partie des transferts, des avantages fiscaux, etc. au niveau national, et financé là par la TVA. Une TVA de 19%. Il faudrait une TVA de 19% pour financer un montant de cet ordre-là. Ça ne veut pas dire que le taux de TVA devrait augmenter de 19% dans chacun des pays, parce que, évidemment, ces 500 €, ces 200 € par personne pris en charge par l'Union européenne permettrait de réduire sensiblement les dépenses sociales, mais aussi les avantages fiscaux dans un certain nombre de pays. Donc, quand je dis bricolage, c'est ça. C'est-à-dire qu'en profitant d'une occasion comme sauver l'euro et un certain nombre de choses qui y sont liées, ou une simplification de notre système de sécurité sociale ou de notre système fiscal, il faut profiter de ces occasions-là pour avancer. Alors,
est-ce qu'on va l'avoir bientôt, cette allocation universelle? Qui peut le dire, hein, qui peut le dire? Il y a des endroits où tout d'un coup on a l'impression que c'est presque là, comme ça a été le cas aux Pays-Bas à deux reprises. Et puis, comme c'est une mesure qui divise au sein de la droite comme au sein de la gauche, hein, donc il y a des libéraux qui sont favorables à une redistribution forte, qui sont favorables à l'allocation universelle, mais il y a des libéraux qui sont contre parce qu'ils veulent avant tout défendre les intérêts des riches. Et puis à gauche, il y a des gens qui sont très pour parce qu'ils disent bon, ça c'est vraiment quelque chose qui va bien aider à une bonne protection des travailleurs, mais il y en a qui sont très contre parce qu'ils disent ah non, hein, le revenu, on n'y a droit que si on travaille. Il faut, ce lien entre le travail et le revenu doit être maintenu. Donc c'est une idée qui divise les partis. De ce fait-là, bon, quand on semblait y être presque aux Pays-Bas, tout d'un coup, il y avait une crise qui éclatait au sein d'un parti parce qu'il y avait des gens hyper enthousiastes et hyper hostiles à l'idée. Donc, c'est difficile de prédire la dynamique politique. Je suis convaincu que, pour d'autres raisons que je n'ai pas l'occasion de mentionner, enfin, je n'ai pas le temps maintenant de mentionner qu'il y a un mouvement général qui fait prendre conscience de l'urgence de cette idée. Et il y a un intérêt pour l'allocation universelle sans précédent depuis les 30 ans que je suis actif sur ce front-là. Il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on me demande une intervention sur le thème de l'allocation universelle, une participation à un volume, où que ce soit dans le monde. Et avec ça dépend fort. Il y a vraiment des conjonctures locales alors qui font que tout d'un coup, c'est très à la mode. Mais de toute manière, hein, donc, il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, il faut cette combinaison de visionnaires et d'opportunistes, hein, avec des botteurs de cul aussi de temps en temps pour dire, écoutez, il faut avancer parce que la situation actuelle est intenable. Et mon Dieu, défendre des idées qui ne sont pas politiquement faisables, hein, c'est évidemment essentiel parce que hein, je pense souvent à... surtout dans les périodes un peu de décrue sur certains des fronts où je suis actif, je pense souvent à John Stuart Mill, qui pour moi est vraiment une grande figure intellectuelle combinant l'économie et la philosophie. Mais ce pauvre gars, on le considérait comme un cinglé en 1861 quand il défendait des idées aussi absurdes que le suffrage universel. Le suffrage universel, imaginez-vous. Même pour les femmes. Même pour les femmes. Vous disiez, mais ça va pas, quoi. Hein, bon. Eh ben, il n'a jamais connu, lui, la réalisation du suffrage universel, même pour les hommes, et a fortiori pas pour les femmes. Mais s'il n'y avait pas eu des gens comme lui, en 1861, pour défendre le suffrage universel, pour expliquer pourquoi la justice l'exigeait, ben aujourd'hui, on ne l'aurait toujours pas. Et il en va de même de l'allocation universelle. Voilà, maintenant je suis prêt à écouter vos questions. Bon, alors ma question est la suivante. Je pense avoir assez bien suivi votre raisonnement concernant l'action de l'allocation universelle sur l'accroissement de liberté. Je crois que vous avez été très clair sur ce point et je vous en remercie. Mais par contre, j'ai moins bien perçu le lien avec l'accroissement de l'égalité, parce que vous nous avez aussi branché sur la question d'égalité. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur le mécanisme d'accroissement de l'égalité? Merci. Peut-être qu'on va prendre plusieurs questions, s'il y a d'autres questions dans la salle. Oui, là-haut. Bonjour, bonsoir. Ayant suivi relativement le propos par d'autres sources d'informations, j'ai donc appris qu'il y avait eu récemment, en février dernier, je crois, si je ne me trompe, un référendum concernant cette allocation universelle. Et j'aurais voulu connaître le résultat de ce référendum. Quel impact sur le projet de cette allocation et quels sont les avis
notamment des Suisses, là, puisque le référendum a eu lieu en Suisse. Merci. Oui, sur la question du montant, il me semble que vous allez très vite à considérer qu'un montant de 500 € serait idéal. Personnellement, j'ai fait tourner un peu le modèle qui aboutissait un peu à ce résultat. Et en fait, on se rend compte que cette limitation, elle est essentiellement déterminée par le taux d'imposition fixe qui est fixé. À un montant de 500 €, si je me rappelle bien, ça veut dire un taux d'imposition fixe de l'ordre de 20 et quelques pourcents de façon fixe. Si on voulait arriver à un revenu qui corresponde au seuil de pauvreté maintenant, ça fonctionne très bien avec ce modèle, sauf qu'on est avec un taux de 42%. Donc il me semble que le choix du montant n'est pas tellement une question, je dirais, d'évaluer les besoins, parce que personne le sait et ils sont très différents, mais plutôt une question stratégique. Avec qui on doit s'allier pour faire passer cette notion? Est-ce que c'est plutôt avec des libéraux dont l'objectif est essentiellement de baisser le niveau d'imposition, ou bien avec des gens qui vont plus dans le sens d'une égalité? Oui, pour continuer un petit peu dans ce sens et la question qui a été posée sur l'égalité, moi j'ai deux remarques, deux questions. Un, à partir de quel âge on considère qu'effectivement ces personnes peuvent avoir droit à ce dispositif. Et deuxièmement, en termes d'égalité, je pense qu'effectivement, le problème du besoin, ce n'est pas le problème du montant, du taux d'imposition, etc. C'est le problème, qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre. Et c'est ça, je pense que c'est ces types de critères qu'il faut mettre en avant. Et c'est en fonction de ça qu'on peut faire l'évaluation. Enfin, à mon avis. Là, maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Bien, je vais répondre à ces questions. D'abord, c'est à laquelle il est le plus facile de répondre. Il n'y a pas eu de référendum en février dernier, ni en Suisse ni ailleurs. Il n'y a jamais eu de référendum sur l'idée d'allocation universelle. Il y a eu une initiative populaire en Suisse. Donc la démocratie directe en Suisse fonctionne de la manière suivante. N'importe quel citoyen peut faire une proposition, recueillir 100 000 signatures de citoyens suisses. S'il obtient cela dans l'espace de 18 mois, que toutes les 100 000 signatures sont validées, alors si le gouvernement ne reprend pas à son compte la proposition et la fait approuver par le Parlement, ça doit être soumis à un référendum. Le référendum doit être organisé dans les 2 à 3 années après le dépôt des 100 000 signatures. Le dépôt des signatures, c'était en octobre 2013, et donc vers le milieu, donc ce qui est prévu actuellement, c'est que vers le milieu, éventuellement le 3e trimestre de l'année 2016, il y aura un référendum national avec pouvoir décisoire en Suisse. Alors, les autres questions. L'égalité. Quel est le rapport entre l'idée d'allocation universelle, donc je reviendrai à la question des montants, et l'idée d'égalité. Il s'agit effectivement de liberté réelle, mais dont il importe qu'elle ne soit pas réservée aux privilégiés. Et l'allocation universelle, si l'allocation universelle est hissée au niveau le plus élevé qui soit soutenable, ce qui découle de ma propre conception de la justice, alors on n'aura pas l'égalité de liberté réelle entre tous, mais on aura l'égalisation maximale qui ne soit pas contre-productive. En d'autres termes, je vais peut-être, pour faire comprendre ça brièvement, reformuler les choses autrement. La justice, qu'est-ce qu'elle exige? Est-ce qu'elle exige l'égalité pure et simple, l'égalité à tout prix? Non. Mais je suis égalitariste en matière de justice au sens où je dis que le point de référence, la base de référence, c'est l'égalité des ressources qui sont mises à la disposition de chacun d'entre nous pour réaliser sa conception de la vie bonne, quelle qu'elle soit. C'est ça le point de départ, l'égalisation des ressources. Mais il y a deux déviations légitimes de cette égalité. Il y a deux types, ou deux types d'inégalités justes ou justifiables. Donc, ou deux raisons
pour lesquelles des inégalités pourraient être justes. Première, c'est simplement la responsabilité personnelle. Donc, pour moi, si la justice consiste à égaliser les possibilités qui sont données à chacun, et c'est la responsabilité de chacun de faire, en fonction de ses préférences, en fonction de ses choix, de faire de ses possibilités ce qu'il décide d'en faire. Et donc, pour trivialiser les choses, si on dit, bon, qui veut nettoyer l'auditoire ici tout à l'heure pour 10 €, et vous dites, d'accord, je suis prêt à le faire, et vous ramassez les 10 € après avoir nettoyé l'auditoire, moi je ne peux pas dire après tout, après quand vous revenez fatigué d'avoir fait les choses, et pendant que moi, je ne sais pas, j'ai passé le temps à bavarder ou à lire, faire n'importe quoi, à me reposer, je ne peux pas vous dire après tout, écoutez, 5 € pour vous et 5 € pour moi. Parce que nous avions les mêmes possibilités, et en fonction des choix de chacun, c'est une métaphore pour ce qui se passe plus globalement, il y en a qui travaillent plus, il y en a qui font l'effort de se former davantage, il y en a qui épargnent davantage, et donc je ne suis pas pour égaliser les revenus, la justice n'exige pas qu'on égalise les revenus, ni qu'on égalise les niveaux de bien-être, qu'on égalise le niveau de bonheur. La justice est une affaire d'égalisation des possibilités. Première raison de dévier d'une égalité pure et simple. La deuxième raison, c'est que il y a des inégalités, y compris de possibilités, qui peuvent être au bénéfice de chacun, y compris des victimes de ces inégalités. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est qu'on a un chef d'une grande entreprise en Belgique qui a bonne réputation, que j'avais invité, comme je le fais, j'invite chaque année pour mon grand cours avec 500 étudiants des personnalités pour un dialogue avec les étudiants, des interpellations par les étudiants. Et un groupe d'étudiants lui avait dit, écoutez, monsieur Colruyt, c'est comme ça qu'il s'appelle, bon, on a écouté tout votre discours là-bas sur l'éthique, etc., mais enfin, on a été voir sur un site web et on a vu que vous gagnez 1 600 000 € par an. Vous ne trouvez pas que c'était un peu beaucoup? Il a dit, il a fait répéter, il a dit non, 1 600 000, c'est pas ça. Mais en fait, c'est quand même plus qu'1 million par an. Est-ce que je serais prêt à faire le boulot que je fais? C'est une firme qui a bonne réputation parce qu'ils appliquent systématiquement les prix les plus bas. Dès le moment où il y a une autre entreprise qui fait un prix plus bas pour un produit qu'eux, ils baissent automatiquement ce prix bas. Et donc, ça a un impact général, en particulier dans les zones à faible pouvoir d'achat, où les gens sont plus pauvres. Ça a un impact pour l'amélioration du niveau de vie. En plus, il y a une bonne réputation pour le traitement de ces travailleurs, etc. Et donc, c'est bon. Et alors, bon, est-ce que je serais prêt à faire le même travail pour moins? Oui, parce qu'en fait, je ne le fais pas vraiment pour l'argent, ce travail, parce que j'aime bien faire fonctionner cette entreprise que mon père m'a léguée. Enfin, mon père, quand il m'a dit « tu prendras la relève », il m'a dit « mais Jeff, il s'appelle Jeff, il ne faut pas oublier que tu seras patron de l'entreprise 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et ça te sera constamment en tête, et bon, il y aura des moments stressants dans le truc. » Bon. Et donc, il dit « moi, j'ai d'autres intérêts dans la vie. » Et mon Dieu, si je gagnais autant que le magasinier le moins bien payé dans mon entreprise, bon, je crois que je ferais plutôt de la sculpture. Peut-être de la sculpture que personne ne regardera jamais, qui sera considérée comme horrible par chacun. Et la société dans son ensemble aura perdu un bon manager qui a fait tourner sa boîte. Bon. Et donc, ça ne veut pas dire que le 1 600 000 ou le 1 million est justifié, mais ça veut dire que pour attirer les talents dans les boulots où ils sont les plus productifs, une inégalité des possibilités peut être justifiée. Et donc, comment est-ce que tout ça se rapporte à l'allocation universelle? C'est que pour moi, l'allocation universelle, au niveau le plus élevé qui soit soutenable écologiquement, économiquement, c'est la manière de donner à celui qui en a le moins la liberté réelle la plus grande possible. Donc, ce n'est pas une égalisation de la liberté, mais c'est un maximum de liberté, maximisation du minimum de liberté. Et pour moi, ça, c'est un égalitarisme qui est défendable, qui est un égalitarisme radical. Ça veut dire que seuls sont justifiés les inégalités, et pas seulement dans notre pays, dans nos pays, mais au niveau mondial, des inégalités qui peuvent passer l'un ou l'autre de ces deux tests. Et évidemment, la plupart des inégalités ne passent pas ce test. L'ampleur des inégalités ne peut nullement être justifiée de cette manière-là. Donc, c'est ça le rapport au thème plus complexe qu'avec la liberté, le rapport au thème de l'égalité. Et ce rapport est beaucoup plus profond que simplement le fait que l'allocation universelle est versée
au même niveau à l'ensemble des personnes. Ce n'est pas ça qui rend la mesure égalitaire, c'est le fait que ça augmente pas seulement le revenu, mais le pouvoir de négociation des plus défavorisés. Alors pour les autres questions relatives au montant, donc là je crois que moi ce qui me guide comme objectif de long terme, c'est l'allocation universelle la plus élevée qui soit soutenable. Si c'est au-delà de ce qu'on considère comme étant les besoins élémentaires, eh bien que ce soit au-delà de ce qu'on considère comme les besoins élémentaires. Parce que si on se contente des besoins élémentaires et qu'on laisse les autres inégalités, pour moi c'est injuste, si ces inégalités ne sont pas justifiées de la manière que je viens d'indiquer. Et je dis au niveau le plus élevé qui soit soutenable et à l'échelle la plus large qui soit politiquement imaginable, ce qui est évidemment encore beaucoup plus dur à réaliser que simplement si on se limitait au niveau d'une nation particulière. Pour moi, c'est ça l'objectif. Et tout le reste, c'est du bricolage. Donc, essayer de déterminer ce qui est le niveau des besoins, pour essayer de hisser à ce niveau-là l'allocation universelle. Bon, c'est pas ça qu'il faut faire. Le niveau de l'allocation, de toute façon, cette allocation partielle, que j'appelle partielle, mettons 500 €, ça ne prétend pas satisfaire les besoins de chacun. Ces besoins sont évidemment extrêmement différents selon la ville dans laquelle vous habitez, la partie du pays où vous habitez, le quartier dans lequel vous habitez, toute une série de caractéristiques particulières de votre situation familiale. Tout ça est affecté par... tout ça affecte ce qu'on peut considérer comme étant les besoins minimaux de chacun. De toute façon, ça ne constitue que le socle, ce n'est pas un substitut à l'ensemble des transferts actuels. Donc on a une série de transferts actuels, y compris les allocations logement, etc., qui s'efforcent de déterminer ce qui sont les besoins particuliers de tel ou tel ménage. Eh bien, ce montant, je ne propose pas de le modifier. Il peut y avoir de bonnes raisons autres de le modifier. L'essentiel, c'est de placer ce socle, de remplacer une partie du filet par ce socle, de manière à libérer, de manière à permettre, à rendre capable de faire un certain nombre de choses qui sont empêchées par le caractère conditionnel du système actuel. Donc ce qui fait que, aussi au niveau des alliances, ce qui est essentiel, c'est que, pour ne pas se faire tromper par des faux alliés qui voudraient avant tout réduire le niveau des transferts sociaux, ce sur quoi il faut insister, c'est qu'aucune personne pauvre, aucun ménage pauvre n'y perde. Et beaucoup n'y gagneront pas en termes purement statiques, parce que j'ai dit, on place le socle, et puis on a un complément qui correspond au niveau total de l'allocation actuelle. Donc en termes purement statiques, le revenu de ces ménages n'augmentera peut-être pas. Mais en termes d'options à leur disposition, du fait du caractère de socle d'une partie de leur revenu, ce qui sera possible pour eux de faire sera différent. Ils pourront sortir de ce trap de la pauvreté, accepter un boulot à temps partiel, mais qui leur donne une bonne dose de formation, accepter un stage même non payé s'il vaut la peine d'être fait en raison de ce que ça leur permettra de faire ultérieurement. Et c'est ça la dynamique qui peut être créée par le placement de ce socle. Je crois à travers cette réponse générale, j'ai répondu aux deux questions relatives au montant. Bonjour, bonsoir. Je voudrais vous poser une question du côté du bricolage, à fond du côté du bricolage, parce que sur l'idée et sur le principe, je suis convaincu depuis longtemps et vous avez enrichi ma conviction. Mais maintenant, comment est-ce qu'on a une chance que ça se transforme en réalité, y compris par des petits montants au début, parce qu'il ne faut pas rêver du grand soir. Et quand j'entends à quel point on parle de ras-le-bol fiscal ou d'autres choses qui personnellement ne sont pas mon option, mais qui ont l'air de faire un consensus assez fort pour faire peur à tous les politiques de gouvernement actuellement, j'aimerais bien que vous expliquiez un peu mieux ce que vous avez commencé à expliquer sur comment faire, par exemple pour un montant de 500 €, je ne sais pas combien, pour qu'il n'y ait pas des gens qui commencent à hurler que ça y est, on va les égorger parce qu'ils vont payer 10 € de plus d'impôts. Oui, bonsoir. Moi, je voulais savoir si ça engendre pas une augmentation du coût de la vie. Si mon propriétaire il sait que je touche 500 €, que tout le monde touche 500 € par mois, est-ce qu'il ne va pas augmenter son loyer? Est-ce que les produits de consommation ne vont pas augmenter? Oui. Encore une troisième question.
Bonsoir. Certains ont parlé de minimum d'existence. Est-ce que vous connaissez c'est un peu sur le même principe, mais certains disent une allocation minimum d'existence à partir du moment où ça rejoint un peu la même chose, mais en France, il y a certaines personnes qui parlent d'existence au lieu de revenu universel. Ok, je vais répondre à ces trois-là. Bon, la dernière... je commencerai par la dernière, oui. Donc en France, il y a un mouvement qui parle de revenu d'existence, hein, pas de minimum d'existence, mais de revenu d'existence. Et donc, Yolande Bresson, qui était du reste présent, qui est mort il n'y a pas longtemps et qui était présent lors de la création du bien à Louvain-la-Neuve en 1986, a créé un petit mouvement qui s'appelle l'AIR, Association pour l'instauration d'un revenu d'existence, mouvement qui a un peu végété, mais qui a été relancé récemment par Marc de Bastia, et qui par ailleurs fait aussi partie du réseau français pour le revenu de base. Donc, la terminologie, j'en ai mentionné quelques exemples tout à l'heure, est différente d'un pays à l'autre et au sein d'un même pays, aussi connu des variantes. Donc on a parfois parlé de revenu social aussi. André Gorce parlait utiliser cette expression. On a parlé. Donc moi j'ai utilisé le terme allocation universelle en analogie au suffrage universel. C'était aussi l'allocation universelle qu'on donne même aux fainéants. C'est un peu comme le suffrage universel qu'on accorde même aux imbéciles. Donc il y a un aspect un peu scandaleux dans le caractère universel de la chose, mais c'est au fond une parcelle de pouvoir économique qui est donnée à chacun, comme il y a une parcelle de pouvoir politique qui est donnée à chacun sous la forme du suffrage universel. Ça ne veut pas dire qu'il y a une égalisation du pouvoir politique, ni une égalisation du pouvoir économique, simplement du fait d'avoir cette parcelle commune. Alors d'autres préfèrent le terme revenu d'existence, d'autres encore préfèrent le terme revenu de base qui s'est alors imposé. En fait, le premier usage du terme, c'était en néerlandais par l'économiste et prix Nobel d'économie Jan Tinbergen, qui a parlé de basisinkomen, puis ça a été traduit, y compris par lui-même en anglais, c'est devenu basic income, et puis le basic income s'est répandu, est devenu aussi pour le réseau français, c'est devenu le revenu de base. Donc moi, personnellement, je ne fais pas de coquetterie au niveau de l'expression, du moment que ce soit clair ce qu'on entend par là, et en particulier les trois inconditionnalités que j'ai mentionnées tout à l'heure. Il y a un débat pour la question de savoir si dans la notion de revenu de base ou de revenu d'existence, il faut avoir aussi en tête que ça doit être suffisant pour couvrir quelque chose qu'on appellerait les besoins de base. Moi, je trouve que cette question du montant est une question importante, mais il faut la traiter comme une question du montant de l'allocation, pas une question de définition de ce qu'est ce revenu inconditionnel. Alors, augmentation du coût de la vie, ça va dépendre de la manière dont l'allocation est financée. Donc, si effectivement on veut la financer par création monétaire, on peut s'attendre à un effet inflatoire. C'est des propositions qui ne sont pas absurdes. Pour l'instant, il y a toute une dimension un peu surprenante du débat sur l'allocation universelle en rapport avec ce qui est appelé maintenant dans le jargon depuis quelques semaines le quantitative easing de la Banque centrale européenne, qui, vu la situation de déflation dans laquelle on est, y compris de baisse des prix, s'est mise à dire, bon, il faut vraiment qu'on fasse de la création monétaire via les banques, en fait, via la facilitation des prêts pour pouvoir relancer l'économie. Et un certain nombre de personnes, y compris des économistes avec pignon sur rue, dont un de mes collègues à Oxford, défendent l'idée d'un quantitative easing for the people, comme il appelle ça, qui est simplement le paiement temporaire d'une allocation universelle à tous les citoyens de l'eurozone. Ça, donc si on fait sous la forme de création monétaire, ça aura un effet inflatoire, en l'occurrence un effet inflatoire voulu de relance de l'économie. Mais si on finance l'allocation par une forme de fiscalité, il se peut très bien qu'il y ait du déplacement du pouvoir d'achat de certains produits vers d'autres. S'il y a
une redistribution. Par exemple, si on introduit une allocation universelle au niveau européen de 100 €, il y aura de la redistribution du Luxembourg vers la Bulgarie. Et donc, ça veut dire qu'il y aura une certaine pression sur les prix en Bulgarie, dans la mesure où une partie de ce pouvoir d'achat se reporte sur des biens qui sont produits et qui sont commercialisés localement. Mais ce sera mineur par rapport à l'effet d'ensemble. Donc la réponse générale à votre question, c'est ça va dépendre du mode de financement. Et bien sûr, si on finance ça par la TVA, avec un impact direct sur les prix, il y aura une neutralisation immédiate d'une partie du montant. Si on augmente la TVA et qu'on donne pour financer l'allocation universelle, tous les prix vont augmenter du montant de cette TVA, du moins au niveau de l'effet immédiat. Au niveau des effets à plus long terme, il faudra faire des modèles d'équilibre général parce qu'il y a toute une série de choses qui interagissent. Mais la réponse générale, c'est si c'est financé par l'impôt, par la redistribution, il n'y aura pas d'augmentation globale du niveau général des prix, éventuellement un impact différencié sur différents prix en fonction d'une demande qui augmente ou qui diminue du fait de la redistribution du pouvoir d'achat. Alors enfin, la question plus difficile, qui est, s'il y a déjà comme il y a toujours eu, une certaine réticence à accepter une fiscalité plus grande, comment faire pour avancer? Alors, la première chose, c'est que la résistance à la fiscalité, à une fiscalité élevée, elle est nourrie en premier lieu par le sentiment que la fiscalité actuelle est injuste et que les personnes qui ont les revenus les plus élevés et qui ont les patrimoines les plus élevés échappent largement à un impôt qui, par conséquent, est supporté par un certain nombre de personnes situées plus bas dans l'échelle des revenus. Donc, une première tâche très importante, d'où l'importance d'une partie du plaidoyer de Thomas Piketty dans son livre récent, c'est de prélever davantage sur les revenus et les patrimoines plus importants. En raison de la mobilité de ces revenus et de ces patrimoines, il est important de le faire à une échelle qui dépasse l'échelle de la nation, et d'où l'extrême importance de la construction européenne et l'extrême importance de la création du type de démos européen, de peuple européen qui soit capable de se mobiliser pour rendre possible ce qui a été rendu possible graduellement, ce qui s'est avéré possible graduellement à l'échelle des États-nations. Moi, à part un de mes autres chevaux de bataille, à part l'allocation universelle, depuis un certain temps, c'est l'insistance sur la diffusion d'une lingua franca commune au sein de la population européenne. Et ça fait parfois claquer des dents un certain nombre de Français parce que par malheur, cette lingua franca ne sera pas le français, mais sera évidemment ce qui n'est après tout qu'une petite variante du français, à savoir l'anglais. Enfin, c'est un peu un mélange de français et d'allemand prononcé d'une manière nonchalante, et c'est l'anglais. Bon, ce sera ça la lingua franca, de manière irréversible, mais c'est un outil absolument essentiel pour pouvoir se mobiliser à l'échelle de l'Europe. C'est une des conditions, pas la seule, pour créer un véritable démos européen, parce que si on a pu avoir la construction de nos États sociaux, y compris leur aspect redistributif, y compris cet taux de prélèvement très important au niveau national, c'est parce qu'il y avait une capacité de mobilisation de la part de ceux qui seront les premiers bénéficiaires de cet État-providence au niveau de chaque nation, et ce qui a été rendu possible grâce à l'existence d'une langue nationale dans laquelle la coordination pouvait se faire, la mobilisation pouvait se faire, les slogans pouvaient être hurlés lors des manifestations. Il n'y a rien de plus pitoyable qu'une manifestation européenne au rond-point Schuman, qui est à 500 mètres d'où j'habite, juste à côté de la Commission et du Conseil, parce que vous avez ces tribuns fantastiques syndicalistes qui terminent en crescendo leur discours. Et puis, au moment où on s'attend au crépitement des applaudissements, il y a un petit groupe quelque part qui lance ses drapeaux et qui crie parce que le discours était en polonais et qu'il y avait juste un petit groupe de Polonais pour les écouter quelque part. Donc, pour parvenir à avoir ces moments de mobilisation, il faut vraiment parvenir à communiquer d'une manière beaucoup plus efficace et bon marché, parce que les patrons et les riches et les puissants, ils peuvent communiquer parce qu'ils connaissent l'anglais et parce qu'en plus, ils ont tous les interprètes à leur disposition. Mais cette démocratisation d'une langue commune est essentielle. Alors,
à première vue, c'est un peu éloigné de votre question, mais c'est absolument central parce que ça veut dire que ces taux d'imposition qui sont requis au niveau national ne seront possibles que s'il y a moins de concurrence fiscale entre les nations. Il n'y aura moins de concurrence fiscale que si on parvient à imposer certaines balises au niveau européen. Et en plus, on aura besoin, pour des raisons que j'ai très brièvement esquissées tout à l'heure, d'une forme de redistribution à un niveau supranational. Donc, on aura besoin d'une augmentation de taux d'imposition sur certaines formes de revenus, parmi les plus élevés, mais aussi mon propre revenu. Moi, je suis dans les... si on faisait défiler toute la population belge en 1 heure, depuis les plus pauvres jusqu'aux plus riches, moi je passerais à 5 minutes de la fin. J'ai découvert ça récemment. Je croyais que je passerais beaucoup plus tôt, mais je passerais à 5 minutes de la fin. Donc quand on dit qu'il faut faire payer les riches, il faut me faire payer moi. Il y a déjà 2/3 environ de mon coût brut. Je reçois environ en net 1/3 de ce que je coûte à mon employeur. Mais en fait, il faudrait prélever encore davantage et ce serait encore, on ne prélèverait pas encore l'ensemble du cadeau énorme que je reçois en raison de choses pour lesquelles je n'ai rien fait, y compris tout le progrès technique, etc. et l'accumulation de capital, toute l'organisation de ma société qui fait que j'ai un revenu tellement plus élevé que quelqu'un qui est né au Nigeria ou au Congo. Bon, même si on me taxait, Herbert Simon, un prix Nobel d'économie, a très bien exprimé ça. Il a dit, mes fellow Americans, mes compatriotes, mes chers compatriotes, si je vous disais que vous devez à votre effort 10% de votre revenu, tout le reste étant vraiment un cadeau du passé, je serais généreux à votre égard. Tout le reste est un cadeau qu'il est légitime de partager largement entre tous. C'est sa justification pour une allocation universelle. Bien, de même, donc, il s'agit de faire comprendre ça à plus de nos concitoyens pour légitimer l'impôt. Il faut bien utiliser cet impôt. Il faut bien voir qu'il ne s'agit pas ici d'utiliser ça pour financer des dépenses publiques. C'est simplement une redistribution au sein de la société, au sein de la population, pour que cette population puisse fonctionner d'une manière plus intelligente, plus active et plus juste. Donc c'est au fond de ça qu'il s'agit. Et alors on peut imaginer des formes nouvelles d'impôts. Moi je suis favorable à un super Tobin où toute transaction électronique, quelle qu'elle soit, on supprime tous les billets d'euros, qu'il n'y ait plus que des pièces. Et pour le reste, donc, toutes les transactions peuvent se faire, même les plus petites, de manière électronique. Et puis on fait un tout petit prélèvement de moins d'1% sur chaque transaction électronique. Mais il y a une telle masse de transactions électroniques, y compris entre votre compte courant et votre compte d'épargne, qu'en fait un taux extrêmement faible, une espèce d'érosion constante, est suffisante pour remplacer l'ensemble de notre taxation actuelle. Ce serait un petit impôt massif dans son produit, mais indolore et presque invisible. Simplement une petite érosion où on aurait le sentiment simplement que grâce à ces énormes facilités dont le système bancaire n'en est qu'une, le système électronique n'en est qu'une, tous ces trucs pour lesquels on n'a rien fait du tout, on paye une petite contribution. Je crois qu'on va arrêter, malheureusement. Nous sommes malheureusement obligés de nous en tenir là. Merci beaucoup, Philippe von Barreis. Merci également à Valérie Clément.